Dans l'épisode précédent, j'ai abordé la question de l'individu au sein d'un collectif par une logique assez simpliste de dominant-dominé. On considérera qu'en permanence, il y aura ces deux modèles qui interagissent et s'auto-alimentent. C'est-à-dire que l'esclave est dépendant des soins prodigués par le maître, mais le maître est lui-même dépendant des services rendus par l'esclave. Il y a une espèce de jeu de codépendance. Tant que tout le monde est OK sur le principe, il n'y a pas de problème, c'est l'équilibre. Sauf qu'en fait, il y a toujours cette tension latente en lien avec le mimésis, faisant qu'on veut toujours la place de l'autre et que l'autre veut veiller à conserver sa place. Et c'est cette tension qui entraînera cette tendance à externaliser, d'où la mise en place du bouc émissaire, qui permettra ainsi de ramener l'équilibre au sein de la communauté. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, puisque mine de rien, les hommes parviennent quand même à tenir à minima sans s'entretuer. Et c'est là qu'inévitablement, il s'agira de piger comment fonctionne un groupe. Un groupe va s'appréhender en fonction de l'établissement de ses propres normes, mais également des jeux d'interaction entre ses membres. Ce qui fait qu'on peut se prévaloir faire partie d'un groupe revient d'abord au fait d'avoir un signe distinctif, une caractéristique commune. Et c'est ce dénominateur commun qui implique qu'on va pouvoir catégoriser les gens entre eux. Mais il ne suffit pas d'avoir des traits communs pour justifier que ce soit un groupe. Il faut également qu'il y ait un but commun. Et donc le groupe va se structurer en fonction de son objectif. Cette structuration amènera inévitablement l'établissement de normes. Des normes qui vont être internes au groupe, impliquant que quiconque s'écarte de ces normes ne sera pas intégré au groupe. Il sera de fait déviant. Si par exemple ton groupe n'a pas forcément un objectif commun, peut-être qu'il n'ira pas des masses hyper loin, parce que là ça impliquera que la norme du groupe c'est une norme qui le dépasse, et donc il y a quand même un risque qu'il fasse jouer d'abord ses intérêts personnels. Par contre, si l'objectif est clairement défini, les intérêts individuels laissent le pas à l'intérêt commun. Et donc pour faire le lien avec la thématique de la chaîne, on pourrait se poser la question, est-ce que les autistes font communauté? À partir du moment où le seul dénominateur commun c'est le diagnostic de TSA, pour le coup on va pas chier loin, parce que si c'est ça, on va se heurter au fait que chacun, par son propre prisme, a un objectif qui lui est propre. S'en sortir dans la vie, réussir à mieux gérer les relations sociales, moins vivre une forme d'exclusion par exemple, mais en soi c'est fondamentalement individuel et ancré dans la trajectoire de vie des gens, et pas forcément du collectif. C'est en ce sens-là que je pense que les associations pour personnes autistes, les organismes un peu peut-être militants pour la cause autistique, du coup à mon sens les gens à l'intérieur de ces collectifs peuvent carrément se prévaloir d'appartenir à un groupe, largement plus que des personnes qui ne trouveront que pour ancrage identificatoire le seul fait de partager une caractéristique neurodéveloppementale commune. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi je raconte ça. Parce que des fois quand je lis certains témoignages dans les groupes, je vois des gens qui vont s'exprimer sur leur situation et qui naturellement auront du soutien de la part des personnes, et puis parfois je me pose la question si la situation elle est vraiment abordée dans son ensemble ou si elle est un petit peu biaisée, tout simplement parce que le principal facteur qui fera qu'on appréhendera cette situation réside juste dans ce qu'on estime d'avoir en commun avec l'autre. Ça me semble évident qu'il y a une espèce de déviation là dans le chemin intellectuel. Si ça se trouve je me trompe, il faudrait vérifier, voilà, c'est peut-être une vraie représentation et une mauvaise interprétation de ma part, mais j'ai l'impression qu'il y a un réflexe de se positionner en mode solidaire, tout simplement parce qu'on partage le dénominateur commun du TSA, et que si tu abordes la situation point par point dans un ensemble, finalement dans l'absolu il y aurait des choses qui seraient contestables. Mais c'est comme si le fait d'avoir une caractéristique commune vient anesthésier tout le reste. Je renvoie vachement vers les deux modèles en fait de solidarité selon Durkheim, qui explique en gros qu'il y a deux formes de solidarité, une solidarité qu'on dira mécanique et une solidarité organique. La solidarité mécanique, c'est une solidarité qui est quasi naturelle, instantanée, qui se situe pas forcément dans dans un contexte, mais beaucoup plus dans la nature du lien qu'on a avec les gens. Et ce qui fait qu'on est naturellement solidaire réside dans le fait qu'on appartient à un groupe qui a une caractéristique commune. Ainsi, tu es naturellement solidaire envers les membres de ta famille, tout simplement parce que vous faites partie de la même famille. Donc si moi je lis le commentaire d'une personne qui dit du mal des personnes TSA, spontanément je vais me positionner en mode solidaire vis-à-vis de l'ensemble des gens TSA. Alors que si ça se trouve, je ne serais pas du tout solidaire dans un autre contexte vis-à-vis de cette même personne TSA. Et la deuxième forme de solidarité,
solidarité, ce serait une solidarité organique qui pour le coup est en lien avec une organisation et qui imaginerait les collectifs comme des systèmes, comme des organes vivants et où chacun aurait une place dans ce système. Donc ce serait une forme de solidarité qui serait possible qu'à partir d'une répartition des tâches, ce qui fait qu'on est tous interdépendants. Notre raison d'être ne tiendrait pas forcément à notre simple périmètre, mais plutôt à la manière dont cela va être fonctionnel par rapport à un ensemble. Non mais en fait tout ce que je raconte c'est parce que il y a un truc qui m'a gavé il n'y a pas très longtemps. J'étais tombé comme ça sur une discussion sur un forum où une personne expliquait avoir levé la main sur ses gamins et puis certains commentaires laissaient entendre que oui c'est vrai parce qu'on est TSA des fois on gère pas les émotions. Non, de pas forcément se contenir et gérer ses émotions je l'entends, être en surcharge à un moment je l'entends, le problème qui se pose c'est pas tant que t'as pas géré tes émotions, c'est le fait que ça a été jusqu'à frapper tes gamins. Au-delà du fait que c'est maintenant légiféré, je rappelle que les gens à un moment donné qui vont frapper leurs gamins sont pas forcément TSA. Il semble plus pertinent d'essayer d'agir en conséquence, essayer de faire en sorte d'identifier qu'est-ce qui pousse à cette extrémité-là, plutôt que d'essayer de se rassurer en se disant que d'autres personnes ont vécu des situations similaires et qui vont s'expliquer tout simplement parce qu'elles sont TSA. Pour le coup, le soutien, c'est pas forcément auprès de personnes autistes qu'il faut essayer de le chercher, mais auprès de professionnels compétents, autant sur des questions d'éducation et de prévention, mais aussi sur la question de l'autiste adulte. Bref, du coup, dans cette situation, qui est juste un exemple, je blâme pas, enfin, je suis pas... C'est juste de me dire que j'avais l'impression que dans les réponses, beaucoup de gens prenaient d'abord le prisme du TSA, alors qu'avant tout ça, la situation en elle-même, elle était assez craignos. Et le souci, selon moi, c'est quand, à un moment donné, le TSA, ça deviendra une raison qui justifiera à peu près tout et qui fera que tu hurleras à la discrimination à partir du moment où tu es contrarié. Parce qu'à un moment, si les services sociaux débarquent, c'est pas forcément parce qu'ils te discriminent parce que tu es autiste, c'est tout simplement parce qu'à un moment, il y a des problèmes d'éducation par rapport à tes gamins. Par contre, qu'on s'entende, je dis pas qu'il n'y a pas de discrimination et qu'il n'y a pas des gens qui souffrent. Parfois, il y a des choses qui se mélangent, qui viennent s'amalgamer au détriment de personnes qui, pour le coup, ne devraient pas être concernées. C'est pas forcément parce que tu es autiste que automatiquement il y aura des problèmes d'éducation avec tes gamins, mais le fait d'être autiste peut entraîner des difficultés et la méconnaissance des travailleurs sociaux, des professionnels de l'éducation et de la protection de l'enfance au sujet des TND et du TSA en particulier est tellement pharaonique qu'inévitablement dans ce genre de situation où il serait question de l'enfant, il y a un gros risque de biais et de raccourci de leur part. L'idée ce serait d'œuvrer ensemble pour une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de tout ce qui peut être en jeu, de toutes les difficultés que ça peut être, mais également les forces, de façon à éviter qu'on en vienne à confondre les expressions d'un TSA avec des potentielles défaillances. Mais si tu viens balancer que c'est parce que t'es TSA que t'as frappé ton gosse et qu'à côté t'as des gens qui viennent te dédouaner et qui te disent qu'ils te comprennent parce qu'ils sont eux-mêmes TSA et que le TSA c'est difficile, à un moment non seulement t'as pas résolu ton problème, mais tu règles encore moins le problème de ceux qui vont venir derrière. Et c'est en ce sens-là qu'il faut faire hyper attention au signal qu'on envoie. On peut sans problème pointer du doigt les problèmes vis-à-vis des discriminations, les problèmes par rapport au virage inclusif qui ressemble plus à une formule de politesse qu'à autre chose, les problèmes de l'accès au droit, le problème de l'oppression de ce modèle un tantinet validiste, mais c'est pas parce que ça existe que ça donne une raison de justifier n'importe quoi. Alors je suis bien navré de tenir ces propos, peut-être que je suis un tantinet obtus, mais pour le coup c'est vraiment quelque chose qui m'échappe.